Bonjour et bienvenue à la 8e session du cours Procédure judiciaire 1. Aujourd'hui, nous étudierons l'ordre de l'examen des causes, les délais et ajournements et le lieu du jugement. La priorité des causes selon le canon 1458. Les causes doivent être entendues selon l'ordre de présentation. Il peut cependant arriver qu'une cause concernant le bien commun doive être entendue avant celle qui concerne le bien privé des fidèles. Par exemple, les affaires pénales, les affaires concernant les mineurs, etc. Dans certains cas, par exemple risque de décès, perte des fonctions publiques, etc., le tribunal pourrait décider dans l'intérêt commun d'accorder la priorité de certains cas. En outre, si l'instruction d'un cas est terminée avant celle de dossier précédemment enregistré, le dossier terminé peut être traité immédiatement. Par exemple, le dossier précédent attend toujours que les témoins coopèrent, etc. Des exceptions dilatoires. Les exceptions sont des questions défensives soulevées par le défendeur pour exclure une action ou la requête du demandeur. Dans les tribunaux civils, elles sont parfois présentées comme des objections. Il existe deux types d'exceptions. Les exceptions dilatoires qui retardent une cause et les exceptions péremptoires qui annulent l'action en justice. Les exceptions dilatoires peuvent être substantielles ou procédurales, selon qu'elles concernent le fond de la cause ou seulement la procédure suivie. Des exceptions procédurales doivent être proposées avant la litis contestatio. Sinon, ils ne doivent généralement pas être admis. Des exceptions substantielles doivent être considérées conformément aux normes sur les actions. Des exceptions peuvent être soulevées à propos des personnes d'incapacité particulière, de substitution, d'excommunication, etc. Des exceptions d'incompétence absolue peuvent être soulevées à tout moment, puisque les décisions sont nulles. Des exceptions péremptoires. Les exceptions péremptoires mettent fin au litige et excluent tout procès. Ils devraient être proposés avant la litis contestatio. Parmi les types d'exceptions examinés sous cette rubrique, on peut noter res judicata, une sentence finale sans l'appel a déjà été prononcée. Un accord, la question a été réglée avec unanimité entre les parties concernées. D'autres exceptions péremptoires donnent au défendeur le pouvoir de détruire l'action. Exception de fraude, d'erreur, de prescription, etc. Une fois qu'une décision a été rendue, elles ne peuvent plus être soulevées. Toutefois, un appel est possible ou une action pour restitutio in integrum. Les actions réconventionnelles selon le canon 1463. Les actions réconventionnelles sont des plaintes déposées par le défendeur contre le demandeur au cours de la même action. Ces actions réconventionnelles du défendeur doivent généralement être formulées immédiatement après la litis contestatio du litige, c'est-à-dire en relation avec le refus par le défendeur de la demande du demandeur. Le droit canonique n'exige pas que l'action réconventionnelle du défendeur porte sur la même affaire que celle du demandeur, mais il peut traiter d'une question totalement différente. Par exemple, lorsqu'une église, par l'intermédiaire de son pasteur, poursuit une autre église pour le paiement des biens achetés et livrés à l'église défendresse. Le défendeur peut plaider en compensation de toute autre demande qu'elle a contre l'église demandresse, par un prêt dû et non payé pour les travaux exécutés pour le demandeur pour lesquels le paiement est dû et non payé, etc. Une action réconventionnelle ne peut être faite même après la litis contestatio, mais doit être faite avant la prononce de la sentence.
Si elle est soumise après la prononce de la sentence, le défendeur ne peut faire valoir la demande qu'en engagement d'une nouvelle action. Un défendeur peut ainsi défendre ses intérêts de plusieurs manières, en niant les déclarations du demandeur ou en soulevant des exceptions. Une troisième possibilité consiste à prendre l'offensif en faisant des actions réconventionnelles ou des doubles accusations. Ces actions réconventionnelles doivent être instruites en même temps que l'action principale, car elles ont pour but d'influencer la sentence. Les délais pour les actes de procédure. Un ajournement est un intervalle de temps approprié accordé aux parties intéressées pour l'exécution d'un acte judiciaire. Il peut être légalement, judiciaire par le juge ou conventionnel par un accord mutuel. Certains ajournements sont péremptoires dans le sens qu'une fois le temps écoulé, aucune autre action n'est autorisée. En latin, nous avons le terme fatalia legis, qui est défini par la loi. Elle ne peut être prorogée avant la fin du temps imparti. Les temps. Le temps doit être calculé comme dans le canon 202, c'est-à-dire que le temps attribué ne coïncide pas avec le début du jour et que, par conséquent, le premier jour ne compte pas et le délai expire à la fin du dernier jour. Le temps est considéré comme continu, pas interrompu. Le temps ne commence à s'écouler que lorsque la partie a pris connaissance des droits, etc., par exemple, dans un cas d'appel. Des vacances. Les vacances juridiques sont comptées dans le calcul du temps alloué. Toutefois, si le jour assigné se trouve être un jour férié judiciaire, la prorogation est réputée s'entendre au premier jour suivant le jour férié. Ceci est conforme au canon 1467, qui stipule que si le jour désigné pour une action judiciaire est un jour férié, et que rien dans le décret du juge ne dit explicitement que le tribunal doit néanmoins se réunir pour statuer sur les affaires, la limite des temps doit être comprise comme étendue au premier jour suivant, qui n'est pas un jour férié. Le dernier point, le lieu de jugement. Selon le canon 136, le pouvoir exécutif peut être exercé en dehors du territoire pour ses propres sujets. Cependant, en matière de procédure, nous traitons généralement davantage du pouvoir judiciaire que du pouvoir exécutif. Une personne serait en dehors du territoire si elle jugeait dans une autre diocèse, une prélature, une abbatiale, etc. Cela ne serait toutefois pas le cas si la session se tenait dans une maison religieuse exempte, car ce sont les personnes qui sont exemptées et non la maison elle-même. Les évêques canadiens ont autorisé les tribunaux à entendre des témoins hors du territoire sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation dans chaque cas particulier. S'il vous plaît, lisez et étudiez les notes du cours. Merci beaucoup.